Allez, bonjour à tous, ça y est, le webinaire est ouvert. On va commencer cette demi-heure que l'on va passer ensemble à parler du cross-canal. J'espère que vous êtes bien installés. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. 30 minutes qui vont être consacrées à ce sujet, avec dans les 30 minutes, 5 minutes pour que vous puissiez poser vos questions. C'est Adrien qui est avec moi en régie qui va gérer et me transmettre vos questions. Bien évidemment, si je n'ai pas le temps ou s'il y a des questions qui demandent plus de temps, nous reviendrons vers vous pour vous apporter les réponses. Donc bonjour, on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur chez Chronos. Chronos, vous connaissez, c'est un cabinet de conseil et de formation au management. Nous existons depuis 30 ans et nous formons les gens sur ces sujets-là. Nous accompagnons aussi les entreprises sur le changement. Et il y a un sujet qui nous tient à cœur et c'est aussi la raison de ma présence dans ce webinaire, c'est le cross-canal et le 3.0. Alors pourquoi moi tout particulièrement? Parce que de par mon expérience, je suis une ancienne manager de vendeurs. Pendant 10 ans, j'ai fait ça dans de nombreuses enseignes. Mais encore aujourd'hui, je forme les vendeurs sur ce sujet-là. Et tout particulièrement, depuis 2 ans et pendant 2 ans, j'ai formé dans une enseigne des vendeurs sur le 3.0. Voilà, alors sur les sujets de ce webinaire, nous allons aborder différents points. D'abord, si vous êtes d'accord, on va définir le cross-canal. Si vous êtes derrière votre écran, c'est que ça vous intéresse. Peut-être que vous avez déjà une idée de ce qu'est le cross-canal. On va voir plus précisément en quoi ça correspond et pourquoi des fois c'est un petit peu flou pour les enseignes et pour les vendeurs. Qui dit cross-canal dit forcément des profils clients totalement différent du client normal. On verra qu'il y en a plusieurs. Moi, je vais vous en parler des 4 principaux, ceux que vous pouvez rencontrer en magasin si vous êtes vendeur ou si vous êtes manager de vendeur. Et puis, nous verrons ensemble pourquoi à un moment donné, peut-être pour certains et certaines enseignes, il peut y avoir des freins à la vente 3.0. C'est vrai que ça demande beaucoup de changements, ça demande beaucoup d'accompagnement, mais vous verrez, parce que je vous en parlerai juste après, eh bien, il peut y avoir plein de bénéfices et vous verrez, et c'est un petit peu le buzz dans la question qui était posée au départ, est-ce que le vendeur va disparaître? Eh ben non, pas du tout, parce qu'il y a plein de bénéfices à passer sur le 3.0. Voilà, je vous parlerai aussi de quelques solutions parce que je ne peux pas toutes les aborder. Elles sont flexibles, elles sont adaptables à vos besoins. Je vous parlerai des expériences que j'ai vécues moi avec des vendeurs et avec des enseignes. Allez, on est parti, on voit ensemble ce que c'est le cross-canal. Alors, pour vous résumer ça de manière très simple, très concrète, si vous êtes des clients, si vous êtes des personnes qui faites des achats, parce que je pense que oui, eh bien, avant, quand on voulait acheter un produit, on allait dans une enseigne, on prenait sa voiture ou les transports en commun, et puis on allait dans cette enseigne choisir le produit. Alors c'est un petit peu compliqué parce que des fois on se déplaçait, puis on apprenait que le produit était plus en stock, et il fallait qu'on revienne la semaine d'après. On était frustrés, le client, le vendeur aussi, on était déçus, et puis peut-être on n'avait pas forcément une bonne image de l'enseigne. Aujourd'hui, le cross-canal, c'est quoi? C'est le fait que les magasins, les entrepôts, les services achats, les services logistiques, les services clients soient tous connectés. Et pourquoi c'est super intéressant? Parce que quand je suis client, mais aussi quand je suis vendeur, eh bien je peux avoir accès à toutes ces informations en instantané, et il y a une sorte de fluidité d'informations qui va être donnée en accès direct au client. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis client, vous vous rappelez la petite expérience dont je vous ai parlé auparavant, vous ne la vivrez plus puisque vous pourrez vérifier avant de vous rendre en magasin s'il y a du stock dans le magasin dans lequel vous voulez vous rendre. Le cross-canal, c'est clairement aussi, et là on va parler de choses un petit peu plus commerçantes, une façon de booster ses ventes puisque de manière transversale, vous pouvez aussi bien faire du commerce en magasin que sur votre site de e-commerce. Je vous parlais en introduction de ces clients connectés. J'aimerais qu'on se mette d'accord sur le fait que il ne veut pas y avoir que des clients connectés dans les magasins. Ça, c'est totalement faux. Les clients non connectés vont toujours être présents dans vos enseignes, elles vont toujours venir en boutique. Il va y avoir aussi l'apparition de ces clients connectés, et moi j'ai décidé de faire un zoom sur les 4 essentiels, ceux que vous pouvez rencontrer le plus fréquemment en magasin. Alors le premier, c'est ce qu'on appelle le Web to Store. Le Web to Store, c'est qui? C'est le client qui va passer sa commande sur Internet, mais qui ne va jamais mettre un pied physiquement
en magasin. Alors vous allez me dire, mais comment fait-il ? Eh bien, il va aller chercher, et c'est ça qui se développe énormément dans les enseignes, sa commande en emporté marchandise. J'imagine que vous avez déjà entendu parler du click and collect. Ça aussi, c'est une façon pour le client Web2Store de venir chercher sa commande. Lui, ce qu'il cherche, c'est la flexibilité. La flexibilité par rapport à quoi ? Essentiellement par rapport à des horaires. Voilà, c'est clair que si vous avez des horaires d'ouverture de 9h à 20h, le client qui bosse pendant tout ce créneau horaire ne pourra venir jamais chercher ses produits. Et bien là, l'emporter marchandise, le click and collect, vous avez aussi, j'imagine que vous l'avez déjà vu, dans les gares des box où on peut faire livrer sa commande et du coup venir la chercher à n'importe quelle heure. C'est quelque chose qui va plaire énormément à notre client Web2Store. Ensuite, vous avez le client Atawad. Le client Atawad, c'est un client, et vous l'avez sans doute aussi rencontré, même si vous n'êtes pas forcément des vendeurs, si vous êtes vous-même un client. C'est le client qui arrive, qui va, même s'il y a une file d'attente, vouloir dépasser tout le monde, qui est très pressé, qui sait exactement ce qu'il vient chercher en magasin. Alors sa particularité, c'est qu'il oublie que il n'est plus derrière son écran, et il va attendre la même réactivité des équipes de vente face à lui, c'est-à-dire tout de suite, comme il le souhaite. Ce client-là, ce qu'il souhaite, c'est la rapidité, c'est l'efficacité. Et pour tout vous dire, c'est un client qui est difficile à gérer. Les vendeurs, quand je les forme, en parlent très souvent parce que il va avoir un côté un peu agressif, forcément pas respectueux des autres clients. Et pour le vendeur, c'est pas facile à gérer. Le client suivant, et c'est celui sur lequel j'ai envie de plus m'attarder parce qu'il représente à peu près 92% des clients connectés, donc c'est quand même énorme. C'est le client qui va faire ses recherches sur Internet et qui va venir acheter en magasin. Alors il fait ses recherches sur quoi ? Bien évidemment, il va chercher des informations techniques sur le produit, des caractéristiques, tout simplement. Je veux m'acheter une ponceuse, quelle ponceuse je peux trouver sur le marché ? Et qu'est-ce qui est important pour moi comme caractéristique, comme qualité du produit. Ça, c'est la première étape. Mais il ne va pas s'arrêter là, en fait. Notre client repos, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va aller regarder le stock. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, parce que pour lui, par rapport à la gestion de son temps, de sa vie privée, il n'est plus du tout question de perdre du temps en magasin en se déplaçant et en ne trouvant pas le produit. Il va aller chercher aussi quelque chose, peut-être vous avez déjà fait ça. Il va aller regarder les commentaires qui ont été laissés par les utilisateurs, les personnes qui ont déjà acheté ce produit. Et aujourd'hui, les vendeurs m'en parlent souvent. Vous avez souvent des clients qui viennent en magasin avec un imprimé écran ou une copie d'un écran de commentaires qui ont été laissés par les clients. Et vous en doutez, c'est pas forcément les commentaires qui sont les plus positifs que le client va mettre en avant. Et puis, ce client-là, et j'aimerais terminer par ça parce que c'est un client qui est très intéressant quand on est vendeur. Je vous rappelle quand même qu'il avait la possibilité de ne pas venir en magasin. Et ce client, il vient en magasin. Pourquoi ? Vous l'avez compris, c'est pour le vendeur. C'est pour le contact humain, c'est pour la relation, c'est pour la proximité, c'est pour les petits conseils supplémentaires que le vendeur va pouvoir lui donner sur des choses qu'il aurait peut-être pas forcément vues sur Internet. Et puis aussi, c'est pour la personnalisation de son achat en magasin. Son besoin à lui, c'est la relation avec le vendeur. Il est très très attentif à ce besoin. On termine avec le dernier client. Celui-là, il est aussi pas forcément évident à cerner quand on est vendeur en magasin. C'est le client showrooming. Alors ce client showrooming, c'est rigolo parce que si on veut, on peut vraiment l'identifier. Il vient en magasin pour chercher quelque chose qu'il ne trouvera jamais derrière son écran, derrière son smartphone. Quoique, dans les années à venir, ça va peut-être apparaître. Il vient en magasin pour toucher, pour voir, pour expérimenter le produit. Alors, en général, ce client-là ne va pas spontanément vers le vendeur parce qu'il est très bien renseigné, il est ultra informé des caractéristiques du produit, mais on va le repérer parce que il déballe les produits, il les utilise, il les met en action, clairement, et puis après il s'en va et il va acheter sur la plateforme de e-commerce qu'il aura choisie. Alors ce client-là, je vous en reparlerai peut-être par la suite, je trouve que c'est très intéressant de le définir, de le reconnaître, parce qu'il a une particularité, si on arrive à le capter, eh bien c'est un client qui va rester dans l'enseigne et qui va sans doute acheter le produit chez vous, plutôt que sur la plateforme de e-commerce.
Alors voilà, on a fait le point ensemble de ce que c'était le cross-canal. On a vu ensemble rapidement quels étaient les différents profils de clients connectés. Je vous rappelle quand même qu'on peut être à la fois un client connecté et un client non connecté. On peut facilement aller de l'un vers l'autre. Et vous êtes sans doute en train de vous poser la question, mais dans ce cas-là, pourquoi certaines enseignes sont frileuses par rapport au commerce 3.0, à tout ce qui est cross-canal, parce que effectivement, là pour le moment, ça a l'air très intéressant. Pour les commerces, ceux en tout cas pour lesquels j'ai travaillé, la grosse difficulté, et vous l'avez compris, c'est une énorme fluidité, une transmission des informations qui doit être zéro défaut. C'est-à-dire que entre les entrepôts, entre les services de soutien, par exemple les hotlines qu'on peut trouver dans certaines enseignes, et puis les magasins, il faut qu'il y ait la même information. Et aujourd'hui, pour les enseignes pour lesquelles j'ai travaillé, souvent les vendeurs me disent « Tu sais Laurence, c'est vachement intéressant ce que tu nous racontes, mais par contre des fois on a des clients qui étaient chez eux, qui avaient effectivement regardé un produit qu'ils venaient venir chercher en magasin, il y avait du stock, et quand ils arrivent en magasin, eh bien on se rend compte que le stock était affiché n'était pas bon. Alors ça pose un réel problème, parce que du coup, pour l'enseigne, ça demande un vrai investissement en termes de mise à niveau des informations entre les différentes entités. Ensuite, pour l'enseigne, si vous êtes une enseigne connectée, il faut le montrer, il faut en magasin faire voir à votre client que vous avez mis des outils à sa disposition pour être en adéquation avec ce que vous pouvez proposer, et c'est des choses toutes simples que vous avez déjà sans doute dû voir quand vous baladez dans certaines enseignes, des tablettes, des bornes en magasin, des emportés marchandises qui sont en général excentrés par rapport à l'enseigne, et puis un service client, et là je parle de toutes les possibilités pour le client d'avoir des renseignements sur les garanties, sur les crédits, parce que oui, on peut faire des crédits dans les magasins, et puis aussi pour tout ce qui est après-vente pour son achat. Et du coup, vous voyez, pour les enseignes, eh bien, ça nécessite une remise en question de ce qui existe depuis le départ, qui fonctionne très bien d'ailleurs, qui marche très très bien comme ça, mais il va falloir faire des changements, et ça, c'est le premier frein. Un autre frein qui est là plutôt pour les vendeurs, et au final c'est eux qui nous intéressent aujourd'hui dans ce webinaire, et bien pour le vendeur qui était avant cette époque de commerce connecté, un petit peu le maître de la vente, c'était lui qui détenait le pouvoir. Quand vous veniez en magasin, surtout pour des produits à forte technicité, et bien c'était le vendeur au final qui vous donnait toutes les informations, vous arriviez à peu près vierge de tout, et pour la confiance du vendeur, c'était plutôt un atout. Aujourd'hui, ça s'est inversé, c'est le client, des fois, et il y a beaucoup de vendeurs qui me le disent, qui va arriver en magasin surinformé, ultra au courant de ce qui peut se faire sur le produit, et puis surtout, il va vous parler de commentaires négatifs peut-être, qui ont été laissés par d'autres clients. Et ça, c'est vrai que les vendeurs me disent, tu sais, Laurence, des fois, on perd un peu confiance en nous, et on a l'air un peu bête devant les clients qui nous parlent de choses qu'on peut pas forcément toujours maîtriser dans notre périmètre et dans le cœur de notre métier. Ça veut dire aussi un achat mieux préparé, donc le client, quand il arrive en magasin, il va attendre que le vendeur se concentre beaucoup plus sur la proximité, sur le relationnel, sur l'attention qu'on va porter à notre client, s'inquiéter de qui il est, quel est par exemple, si on parle d'enseigne de bricolage, son niveau de bricolage, etc. On va passer beaucoup plus de temps à la relation, et pour les vendeurs, des fois, c'est pas forcément une évidence, parce que lorsque vous êtes à deux, un samedi après-midi, et qu'il y a 10 clients, 10-15 clients qui attendent, il faut recentrer son attention sur le relationnel. Ça paraît un peu étrange que je vous dise ça, mais des fois c'est pas forcément la priorité dans certaines situations. Donc vous voyez, un parcours d'achat modifié pour le client, ça veut dire aussi un acte de vente modifié, et c'est ça qui va être compliqué pour les vendeurs. La vente, c'est des automatismes à la base sur le fond de la vente. C'est des questions qu'on va poser, on sait exactement à quel moment les poser. Et bien là, notre petit vendeur, il va devoir se mettre en action et changer ces automatismes, et c'est ça qui va prendre le plus de temps.
Voilà, j'arrive à la partie qui m'intéresse le plus, c'est les bénéfices au final que l'on va trouver à passer du commerce normal au commerce connecté. Vous avez vu sur le Power, il y a un chiffre qui est écrit en gros, en gras. Il faut quand même savoir, et ça c'est des chiffres qui ont été sortis il y a pas très longtemps, l'année dernière, en magasin, malgré tout ce que je viens de vous dire, eh bien le taux de transformation reste quand même 20 fois supérieur à ce qui peut se faire sur les plateformes de commerce. Alors le taux de transformation, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la capacité des vendeurs à transformer les gens qui viennent dans les enseignes, pour se balader, ça arrive aussi, en acheteurs. Donc ça, vous voyez, quand on est commerçant, et moi je suis une ancienne commerçante, ça me parle, je peux pas passer à côté de ça. Donc pour les enseignes, il y a plein de bénéfices, je vais pas pouvoir tous les aborder ici en 30 minutes, mais le premier, et j'ai envie de vous le dire parce que ça c'est vraiment très flagrant, c'est capter plus de clients. Avant, vous aviez une seule porte d'entrée qui était la porte d'entrée du magasin, maintenant vous allez en avoir plusieurs. Vous avez des clients qui vont pouvoir venir en magasin, vous avez des clients qui vont pouvoir commander sur internet, vous avez des clients qui vont pouvoir faire les deux en même temps. Vous allez aussi capter des clients qui ne sont peut-être pas forcément intéressés à la base par votre enseigne, parce qu'ils la trouvent trop ringarde, pas assez dans la tendance. Le fait de se mettre à la page et de prendre ce train en marche du commerce connecté, eh bien peut-être va vous permettre de capter ces futurs clients et de les fidéliser. Ensuite, clairement, on va le dire, aujourd'hui, ne pas avoir de page Facebook, ne pas avoir de compte Instagram, ne pas avoir d'endroit, de plateforme où les clients peuvent échanger entre eux, c'est pas forcément ultra moderne, et qui dit pas moderne, pour certains clients, va peut-être dire pas assez efficace, pas assez tendance, pas assez performant. Donc en faisant ça, vous allez aussi améliorer votre image de marque qui va être beaucoup plus diffusée et qui pourrait passer à côté de l'occasion de mieux se faire connaître. Ça crée aussi une autre proximité, et moi je vous parle pas forcément de proximité physique, ce que je vous évoquais auparavant au magasin, je vous parle aussi d'une proximité qui peut se faire tout le temps, à n'importe quelle heure, et tout au long de la journée. Alors, certaines enseignes le font par des personnes qui sont en magasin et qui gèrent ça très très bien, mais vous avez des enseignes qui ont décidé d'investir sur des plateformes où vous avez des gens qui répondent en direct aux questions des clients, et vous avez même des enseignes où c'est les clients qui se posent des questions entre eux et qui y répondent, et du coup la proximité elle va se créer aussi avec un réseau de consommateurs, de clients qui est fidèle à l'enseigne et qui a cet ADN d'avoir fait le choix de venir chez vous. Pour le vendeur, alors, le vendeur, c'est vrai que quand moi je leur parle de tout ça, au départ, pour être honnête avec vous, ils sont plutôt réfractaires. Les gens, ils disent « Attends, moi ça fait 10 ans que je fais ce métier-là, ça va être super compliqué pour moi de passer à une vente 3.0, je sais pas comment faire. » Des fois, les clients arrivent et ils ont plus d'informations que moi, ils me parlent de prix dont j'ai même pas connaissance chez la concurrence. Donc au départ, les vendeurs sont réfractaires. Mais très rapidement, quand on arrive à leur donner du sens, et quand on leur parle davantage, ils ont à gagner, à changer leur façon de faire, ça marche, ça fonctionne, ça prend du temps, ça je suis honnête avec vous, mais ça marche, ça fonctionne, et ils arrivent vraiment à faire la différence de l'avant et l'après. Alors, pour le vendeur, le premier avantage, c'est qu'il va y avoir un parcours d'achat qui est simplifié. Rappelez-vous, avant, vous arriviez en magasin, notre client arrivait en magasin, et on devait commencer tout depuis le départ, pour savoir que vous venez chercher le client en magasin, il fallait lui poser plein de questions. Et bien là, c'est changé en fait. Parce que, vous l'avez compris, notre client a déjà fait cette recherche sur internet, il s'est déjà renseigné. Alors, il vient avec des informations des fois qui sont un petit peu pas forcément les bonnes, mais c'est pas grave. Le vendeur va se servir de ce qui a été fait pour pouvoir élargir les réponses à lui apporter, et peut-être aussi, et ça vous le verrez sur le Power un peu plus loin, augmenter le panier moyen du client, parce que quand on est sur internet, même si on est ultra renseigné, on sait pas tout ce qu'il faut, tout ce qu'on a besoin pour mettre en œuvre l'utilisation du produit. Voilà. Du coup, si je passe moins de temps à poser des questions à mon client sur le produit, je vais vraiment pouvoir mettre toute mon énergie sur la relation, sur l'attention, sur l'intimité et sur la proximité que je vais pouvoir créer avec mon client. Et je vous rappelle, si vous en souvenez, je vous l'ai dit, le client connecté, s'il vient en magasin, s'il fait la démarche de se déplacer, c'est pas pour le produit, c'est pour la relation avec le vendeur. Et à la base, un vendeur, c'est quelqu'un qui aime ça, qui aime être en contact avec les gens. Et du coup, moi, c'est ce que je leur dis. Laissez tomber le côté pro-produit,
Voilà, vous pourrez l'égrener tout au long de votre vente, hein, cette connaissance, il n'y a pas de souci. Mais par contre, attachez-vous à la relation, à ce que vous allez créer avec votre client pour que lorsqu'il quitte l'enseigne, il se dise « Ah ouais, quand même, hein, j'ai bien fait de venir ici parce que au final, le produit, j'ai appris des choses quand même, hein, que j'avais pas forcément découvert sur Internet. Mais en plus de ça, je suis tombée sur un vendeur qui a vraiment donné les moyens de passer du temps avec moi et de s'inquiéter, de s'intéresser à moi. » Donc des augmentations d'opportunités de vendre. Je reviens à ma petite ponceuse là dont je vous parlais tout à l'heure, et en plus pour le coup c'est une vraie expérience que j'ai vécue. Acheter une ponceuse, ok, mais en fait quand on a la ponceuse et qu'on la reçoit chez soi, on se rend compte qu'on n'a pas acheté les disques pour poncer, on se rend compte qu'on n'a pas les lunettes contre la poussière, on se rend compte qu'on n'a pas les gants pour utiliser la ponceuse, et ça c'est vraiment le vendeur qui va faire la différence. Voilà. Et dire, ok, vous voulez une ponceuse, il n'y a pas de souci, moi j'en ai plein à vous proposer. Et vous voyez, on a aussi la multiplicité du choix, comme sur Internet. Mais par contre, le vendeur, ça va être la petite touche supplémentaire qui va faire que le client, quand il va partir, il va se dire, ah oui, d'accord, j'ai ma ponceuse, mais en plus le vendeur, il m'a proposé des choses auxquelles j'avais pas forcément pensé. Et ça, pour le vendeur, c'est vraiment un plus. Voilà, la proximité et la relation personnalisée peuvent prendre enfin une vraie place dans l'acte de vente. Et ça, moi, je pense, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez vous, c'est un vrai plus pour le vendeur. Je voulais vous parler d'expériences que j'ai pu vivre avec des enseignes pour lesquelles j'ai travaillé ou je travaille encore. Je parlerai aussi d'une expérience avec un vendeur. Je voulais vous parler d'une enseigne qui a pris le virage du 3.0 et qui a vraiment changé, pour le coup, le parcours d'achat de son client. Aujourd'hui, pour les clients de cette enseigne, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, peut-être ce soir à 22h, monsieur, madame va décider de faire des achats, eh bien, il peut les faire. Il peut préparer son panier en créant un compte client sur le site commerçant de l'enseigne. Il met des choses qu'il envisage d'acheter. Et ce qui est vraiment très intéressant, eh bien, c'est que ce panier va être conservé et que le lendemain, quand il va venir en magasin, eh bien, le vendeur va pouvoir le récupérer. Il va pouvoir gagner du temps en regardant tout ce qui a déjà été préparé par le client. Et puis, bien évidemment, pouvoir ajouter des choses que le client n'aura pas forcément, de manière évidente, pensé à acheter. Du coup, le vendeur prend une vraie place, ça fait gagner du temps quand même, ça c'est une évidence. Le client connecté, il aime aussi tous les services, tous les petits trucs qu'on va pouvoir rajouter pour faire en sorte que son achat, son acte de consommation soit le plus efficace possible. Et là, je vous parlerai de peut-être fixer une date pour qu'il puisse revenir chercher ce panier qu'il avait préparé. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois quand on prépare son panier, on arrive en magasin, et bien malgré tout, on est obligé à l'intérieur du magasin d'aller chercher les produits dans toutes les allées, on connaît pas le magasin, on perd du temps, on s'énerve parce que les produits sont pas au bon endroit. Et bien là, cette enseigne, elle a décidé de préparer le colis, le panier du client, qui va pouvoir se faire livrer. Ça c'est tout à fait envisageable, mais qui va pouvoir aussi venir le chercher dans le fameux service d'emporter marchandises. Donc clairement pour l'enseigne c'est que du plus, voilà, parce que le client, lorsqu'il était derrière son écran, il a vécu une belle expérience, on lui donne les moyens de faire ses achats chez lui, mais lorsqu'il se déplace, eh bien, il va se rendre compte qu'il y a une continuité entre ce qui est proposé sur Internet et ce qu'il peut vivre comme expérience en magasin, et qui peut des fois être totalement différente. Voilà, vous l'avez bien compris, la valeur ajoutée pour les enseignes, ça reste le vendeur, les vendeuses, les clients connectés lorsqu'ils se déplacent, c'est uniquement et en grande partie pour ça. Donc il faut vraiment jouer là-dessus. Par contre, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, ça va pas se faire comme ça sur un claquement de doigts. Les vendeurs, il va falloir les accompagner, et c'est pas seulement les vendeurs, c'est aussi les managers de ces vendeurs. Et je voulais vous parler d'une expérience que j'ai vécue avec un vendeur, mais il y en a plein d'autres qui ont eu ce genre de réflexion. C'est Louis, il est vendeur depuis 15 ans. On me le définit quand on me le présente comme étant un pro de la vente. Donc moi, quand j'arrive avec lui, je me dis mais tout va bien se passer. C'est quelqu'un qui doit être plutôt content de pouvoir changer sa façon de faire de la vente. Et puis en fait, quand je l'ai en face de moi, il me dit que non, clairement Laurence, l'impact de ma posture vis-à-vis de ses clients ne va pas vraiment avoir d'impact vis-à-vis du client. Je vois pas comment je vais pouvoir faire en magasin avec tout ce que j'ai à faire
pour changer et réussir à capter ses clients. Alors on a travaillé avec Louis sur quelque chose de très basique, si vous êtes vendeur vous le connaissez, et vous avez un petit tableau qui est juste à côté sur le Power qui vous l'explique, c'est tout simplement la structure d'une vente. Si vous êtes face à un client qui est non connecté, vous allez poser des questions très simples mais qui sont efficaces, je les remets pas du tout en question, qui sont comme lorsque le client arrive en face de vous, comment puis-je vous aider ? Quels sont vos besoins pour définir pourquoi il est venu en magasin, et lorsqu'on l'a écouté, on va lui proposer un produit qui en général de toute façon est le bon produit, ça y a pas de souci par rapport à ça, et puis on va quitter notre client, on va lui dire merci, au revoir et à très bientôt. Et avec un client non connecté, ça va s'arrêter là. S'il a été content de cette expérience, il va sans doute revenir en magasin. Avec un client connecté, ça va être différent. Pourquoi ? Et vous l'avez compris, je vais pas le répéter, il a déjà fait cette recherche de besoins, il sait à peu près quel produit il va trouver en magasin. De mon expérience, pour l'avoir vécu plein de fois, ces clients-là, en général, tombent plutôt juste sur le produit à choisir en magasin. Par contre, sur la façon de l'aborder, je vais faire complètement différemment. Voilà, ce client, en général, il a un smartphone entre les mains. Je vous donne un petit chiffre, plus de 65% des Français ont un smartphone, et on peut s'imaginer que ce client a son smartphone dans la main et est en train de regarder alternativement le travail qu'il a déjà fait sur le produit, donc il le voit sur son écran, et le produit. Et pour entrer en relation avec ce client, eh bien on va s'adapter à ces nouvelles façons d'acheter. Et peut-être qu'on pourrait lui poser une question. Je vois que vous vous intéressez à notre enceinte nomade. Qu'en pensez-vous ? Voilà. Et forcément, le client va nous répondre parce qu'il s'est déjà renseigné, il a déjà un avis bien construit sur l'enceinte. Ensuite, sur le questionnement, au lieu de lui demander quels sont vos besoins, puisqu'il nous a dit qu'il avait déjà fait des recherches sur Internet, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il a retenu comme information sur Internet. Donc, on va lui poser la question, qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a interpellé, et puis on va voir ce qu'il va nous répondre, on va vraiment bien l'écouter pour pouvoir se resservir de ces informations après quand on va lui proposer des produits. Vous avez vu, et là je fais une petite parenthèse, qu'en faisant ça, il y a quelque chose qu'on fait qui va énormément plaire à notre client. On s'intéresse à lui, on valorise le travail qu'il a fait, et c'est tout le contraire de dire non mais laissez tomber tout ce que vous avez vu sur Internet, c'est moi le pro du produit et c'est moi qui vais tout recommencer de A à Z. Et là ce client il se dit quoi ? Il prend en considération le fait que j'ai déjà fait des recherches sans forcément les minimiser et sans forcément se survaloriser en tant que client. Et puis ensuite par rapport à ça, on va pas lui proposer un seul produit, on va lui proposer plusieurs produits, et d'ailleurs ces produits, il peut même peut-être les trouver sur le site commerçant de votre enseigne. On va lui proposer les produits complémentaires, comme je vous en ai parlé, et peut-être qu'en l'ayant écouté tout à l'heure justement nous parler de ses recherches, on s'est aperçu qu'il avait besoin d'autres choses auxquelles il n'avait pas pensé, et là on va pouvoir lui proposer, et là bingo, augmentation du panier moyen, un client qui est super content parce qu'il va rentrer chez lui en ayant tout ce qu'il lui faut pour mettre en œuvre son produit. Moi je pense que ce client-là, il va dire que votre enseigne, c'est une enseigne qui a suivi le mouvement et qui sait répondre à ses attentes en tant que client. On va pas terminer notre vente comme ça, on va pas laisser partir, on va lui proposer bien évidemment d'aller donner des avis, non pas sur le produit, mais aussi sur l'expérience client qu'il a vendu en magasin. On va lui dire qu'il peut nous contacter, nous, le vendeur, ça existe dans certaines enseignes, par mail, mais aussi peut-être sur des réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, pour aller donner son avis. Voilà la petite expérience dont je voulais vous parler. Bien évidemment, pour terminer là-dessus, Louis, ça lui a pris un petit peu de temps, mais il est redevenu aussi confiant qu'il avait pu l'être auparavant avec des clients non connectés. Et au contraire, il prend beaucoup de plaisir parce qu'il se rend compte qu'on va rentrer dans une sorte de connexion avec le client qui s'est déjà préparé avant de venir au magasin. Et ça monte en puissance en termes d'apport, tout simplement, pour la connaissance produit et les services. Donc pour le vendeur, si on devait résumer, qu'est-ce que ça va vraiment apporter ? Eh bien, on va gagner du temps et on va gagner en crédibilité puisque on va toujours venir en renfort par rapport à ce qui a été fait sur les recherches du client. On va pouvoir lui consacrer plus de temps à tester le produit. Je vous rappelle qu'on peut pas le faire. Moi, si je veux essayer des chaussures que j'achète sur un site, je peux pas. Derrière mon écran, c'est pas possible. D'ailleurs, vous l'avez sans doute remarqué, si vous êtes des clients, si vous allez un petit peu dans les magasins, de plus en plus d'enseignes développent
workshops, des zones de testing, d'experiencing, où on vous met vraiment, vous, clients, en action avec le produit. C'est ce que viennent chercher les clients connectés. On peut augmenter notre panier moyen. Voilà, c'est pas une obligation, mais on est commerçant, donc on veut faire du chiffre. Ça va être une bonne clé d'entrée pour pouvoir le faire, en pensant aux produits peut-être que le client n'aura pas vu sur Internet. Et puis, on va fidéliser la clientèle, hein, ça c'est certain. Demain c'est ça, hein, c'est les tablettes, c'est les smartphones, c'est le commerce connecté. On va pouvoir peut-être capter ces clients qui n'avaient pas forcément envie de venir chez vous parce que vous n'affichez pas cette image d'enseigne connectée. On va gagner en confiance pour le vendeur aussi parce que, et moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, le métier de vendeur c'est pas un métier facile, hein, c'est un métier où il faut avoir énormément confiance en soi parce qu'on a des gens totalement différents en face de nous. Et bien le fait de se former, de trouver les bons outils, vous avez vu, c'est vraiment pas grand chose au final, hein, c'est des petits réajustements sur les basiques parce que le fond du métier de vendeur reste le même. Et bien notre vendeur il va se sentir en confiance et il va se sentir prêt à accompagner, accueillir ses clients connectés dans l'enseigne. C'est pour ça que chez Chronos, eh bien, nous pouvons vous aider par rapport à cet accompagnement pour les vendeurs, mais aussi pour les managers. Vous allez voir, je vous en ai pas beaucoup parlé, mais ils sont très importants dans la chaîne de la transformation. Alors, nous vous proposons chez Chronos, et je trouve que c'est une idée, hein, il peut y en avoir plein d'autres, mais ça fonctionne très bien avec la population des vendeurs, des workshops qui sont des ateliers où on va décomposer la vente en plusieurs étapes et vraiment aller pointer du doigt de manière très spécifique les choses à changer sur des choses qu'ils savent déjà très bien faire. On les met en action, on les accompagne, on va sur le terrain. Moi j'adore ça dans mes formations, aller en magasin là où ils sont tous les jours avec leurs clients, tester ce qu'on a vu dans les ateliers. Ça, c'est pour les vendeurs. On ne pourrait pas parler des vendeurs si on ne parle pas des managers. Parce que l'air de rien, pour les managers, ça va aussi avoir un impact sur la façon dont ils vont accompagner ces équipes. Ils ne vont plus les accompagner sur les mêmes sujets. Ils ne vont plus non plus les évaluer sur les mêmes items. Donc, il va falloir aussi, et ça peut se faire par le biais de workshops aussi pour les managers, créer des moments où on va se poser la question, moi, quand je suis manager, comment je fais pour aider mes équipes de vente à vivre ce changement. La conclusion de tout ça, et on va passer juste après aux questions. Vous l'avez compris, je suis la première à dire que le métier de vendeur ne va pas disparaître, bien au contraire. Quand on regarde un petit peu les prévisions, eh bien on s'aperçoit que les gens qui s'intéressent à ce sujet disent qu'au contraire, on va recruter encore plus de vendeurs, mais qui auront peut-être des profils différents, avec des aptitudes et des compétences différentes. On va voir aussi des nouveaux outils qui vont apparaître dans leur métier, des bornes interactives, voilà, c'est vraiment le b.a.-ba. Mais vous avez des enseignes qui ont développé des technologies qui sont vraiment ultra intéressantes, très innovantes, comme la reconnaissance faciale, quand vous rentrez dans l'enseigne. Vous avez aussi des miroirs interactifs, où vous pouvez, en virtuel, essayer des lunettes, essayer des vêtements, essayer du maquillage. C'est vraiment très intéressant, parce que c'est pas forcément tout le stock que vous avez en magasin, on peut élargir la palette de produits à essayer. Vous avez aussi, et ça beaucoup d'enseignes s'y mettent, les imprimantes 3D et puis les fameuses étiquettes RFID qui permettent d'identifier le trafic, le flux de la marchandise à l'intérieur de l'enseigne et qui sont ça vraiment une grande nouveauté pour nous tous. La digitalisation des points de vente, quels qu'ils soient, apparaît comme une évolution naturelle du commerce, mais aussi des besoins clients, et j'ai envie de vous dire que puisque ça évolue naturellement, ça évoluera aussi naturellement pour les équipes de vente et pour les managers. Du coup, alors c'est peut-être un peu prétentieuse ce que je vais dire, mais on va moins se consacrer aux produits, parce qu'au final les produits maintenant, toutes les enseignes sont taquées là-dessus, mais on va vraiment s'intéresser à qu'est-ce qui va faire qu'on va susciter la curiosité, qu'est-ce qui va faire qu'on va donner envie aux clients de venir chez nous plutôt qu'ailleurs, et ça va jouer sur la relation, sur le contact que je vais avoir avec mes clients. Voilà, on parle beaucoup du stress en entreprise.
quoi de plus valorisant pour vous qui m'écoutez, de mettre en place pour vos vendeurs les moyens nécessaires pour qu'ils puissent travailler sereinement et vivre agréablement ce changement qu'ils sont en train de vivre. Je vous l'avais dit, vous l'avez sans doute vu si vous avez lu mon article, le métier de vendeur n'est absolument pas prêt de disparaître. On va passer, si vous le voulez bien, aux questions. Alors, il nous reste 5 minutes, 5-10 minutes. Adrien, est-ce qu'il y avait des questions qui ressortaient sur ce webinaire ? Oui, 2 personnes ont posé des questions. La première, Brigitte. Bonjour. Bonjour Brigitte, bienvenue. Vous parlez de 92% pour les robots. Oui. Avez-vous d'autres ordres de grandeur pour les autres catégories ? Alors, il y a 92% de clients qui sont repos, donc qui font leurs recherches en ligne et qui viennent acheter en magasin. On est bien d'accord que ces chiffres, c'est pas sur la globalité des clients en France, parce que dedans, il n'y a pas les clients qui sont donc connectés. Par exemple, je vous parlais des clients showrooming, eh bien, on dit que sur les clients connectés, il va y en avoir 70%. Alors, moi, c'est toujours un chiffre qui m'a vraiment interpellée, parce que moi j'ai été commerçante, et c'est vrai que c'est ces fameux clients dont on parle qu'ils sont invisibles, et lorsque vous vous rendez compte qu'ils sont venus en magasin, c'est simplement parce que dans vos allées, tout est déballé, tout est dérangé, et vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un ouragan dans mon rayon. Mais non, en fait, c'est ces clients-là qui sont venus en magasin et qui ont déballé les produits, les ont touchés pour pouvoir les voir avant d'acheter en ligne. 70%, c'est quand même super intéressant. Brigitte, si vous êtes vendeuse, commerçante, manager de vendeurs, je pense qu'on peut pas passer à côté de 70% de clients qu'on pourrait éventuellement capter et transformer. Après, pour les clients qui achètent en drive ou qui viennent faire de l'emporter marchandise, eh bien on va avoir à peu près 55% de clients sur les 100% de clients connectés, avec la particularité qu'on peut très bien être un client repos ou un client showrooming et aussi aller faire du web to store. Ça c'est tout à fait possible. Les chiffres sont fluctuants. Parce que, bien évidemment, vous doutez que tous ces clients, lorsqu'ils vivent des mauvaises expériences dans l'enseigne, ils ne vont plus revenir. Voilà Brigitte, bien évidemment, si vous avez d'autres questions, vous pouvez revenir vers moi et m'en poser d'autres. Une autre question peut-être, Adrien ? Juste pour conclure avec Brigitte, elle souhaiterait qu'on lui transmette les sources éventuellement, si on... Alors c'est des sources de 2017, c'est une étude qui a été faite par l'IFOP. Bien évidemment, je pourrais vous transmettre toutes ces informations par mail dès que possible. Très bien. Une autre question, Adrien ? Elle nous remercie. Merci Brigitte pour cette question. Seconde auditrice, Ingrid. Bonjour Ingrid, bienvenue. De votre expérience, avez-vous des enseignes à citer en exemple qui ont réussi cette transformation ? Alors, il y en a plein, j'ai envie de vous parler... Elle me dit bonjour, pardon. Bonjour Ingrid, j'ai envie de vous parler des enseignes que je connais en tant que consultante, mais aussi des enseignes que je visite en tant que cliente. Vous avez des enseignes comme la Fnac, voilà, qui était une enseigne qui était vraiment en grosse difficulté et qui a su prendre le pas du 3.0. Il y a une enseigne que je connais très bien, qui est l'enseigne Leroy Merlin dans le bricolage, pareil, qui a su prendre le virage de ce 3.0. Et puis après, vous avez une autre enseigne, par exemple Sephora, qui elle, de manière plus discrète, a réussi à prendre le pas du 3.0 et qui a mis vraiment dans ses boutiques. Tout à l'heure, je vous parlais des miroirs interactifs, des choses qui sont complètement hallucinantes. Par exemple, sur le magasin des Champs-Élysées, à Paris, ils avaient fait le test d'une borne qui permettait de vous reconnaître quand vous rentriez dans le magasin par rapport à votre carte de fidélité, et du coup quand vous arriviez dans l'enseigne, les vendeurs étaient au courant que vous étiez là et pouvaient tout de suite personnaliser la phrase d'accroche. Moi je sais pas, en tant que cliente, je trouve ça génial. Voilà Ingrid, j'espère que j'ai répondu à votre question. Il y en a plein d'autres, il y a même votre petit boulanger à côté de chez vous qui peut avoir pris le pas du 3.0 tout simplement en faisant une page Facebook, en prenant des commandes en ligne. C'est à la portée de tout le monde en fait. Moi je vous parle d'enseignes qui sont vraiment grandioses avec des gros moyens, mais le petit commerçant d'à côté peut aussi prendre le cap du 3.0. Voilà Ingrid, merci pour votre question. D'autres questions sont arrivées effectivement. D'accord, ok. Est-ce que tu aurais des exemples d'enseignes en B2B également qui ont réussi ? Alors, peut-être que tu en as cité. D'autres que j'ai déjà cité, c'est ça ? Donc pardon, je n'ai pas présenté, c'est Sophia qui pose... Oui, Sophia, bonjour, merci pour cette question.
C'est les aléas du direct. Cécile a posé la question du B2B, donc des enseignes de B2B qui auraient réussi ou qui sont en cours de transformation dans le digital. Et dans un second temps, je poserai la question de Sophia. D'accord. Alors des enseignes de B2B, non, forcément, j'en ai pas là comme ça à vous donner et je voudrais pas dire de bêtises. Après, ça va pas jouer sur les mêmes registres en fait. Dans le B2B, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Après, dans le B2B, je vais me renseigner. Si vous voulez, je reviendrai vers vous pour vous donner des enseignes. Je veux vraiment pas m'avancer et vous donner des fausses informations. La question de Sophia, du coup, c'était quoi? Céline est en train d'écrire, je vais juste prendre le temps de lire sa réponse. D'accord, ok, très bien. Elle nous remercie. Bon, c'est normal, c'est normal. Hein. On la recontactera juste après le... Il n'y a pas de souci, on vous recontactera et je viendrai vous apporter tous ces compléments d'information. Et la question donc de Sophia, voilà, décidément, le risque des outils digitaux n'est pas aussi... est-ce que quelque part ça ne fait pas trop gadget? Alors ça dépend. Merci pour cette question, Sophia. Oui, ça peut faire gadget. Tout ça, et c'est ce que je vous expliquais dans les freins au départ au 3.0. Ça va dépendre de l'investissement qui est mis par l'entreprise dans l'achat de ces outils. Moi, je crois vraiment qu'il faut pas forcément se disperser et commencer à acheter des bornes, des tablettes. Voilà, c'est tous ces outils-là sans avoir choisi quelque chose qui corresponde à l'enseigne, aux besoins des clients, qui soit facilement utilisable. Moi, je peux vous parler d'enseignes qui ont juste fait l'achat de tablettes et ça se passe très très bien. De la même manière qu'à un moment donné, on avait des beepers en magasin ou des ordinateurs, ça s'est bien passé pour ces outils-là. Ça peut aussi bien se passer pour ces nouveaux outils. Alors bien évidemment, il faut pas acheter n'importe quoi parce que après, si le client vient en magasin et que ça ne fonctionne pas, alors là, ça sera la grosse déception. Et je suis complètement d'accord avec vous. Il faut bien réfléchir. Il faut se faire accompagner. Voilà, les entreprises maintenant peuvent se faire accompagner sur ce sujet-là aussi. Et puis, il faut en parler aux vendeurs de quoi ils ont besoin. Qu'est-ce qui serait le plus pratique pour eux? Qu'est-ce qui est le plus facile à manipuler en magasin? Je crois que vraiment la tablette, c'est le premier pas vers la digitalisation. Et c'est déjà un énorme pas. Merci en tout cas pour la question. Adrien, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées en termes de questions? Sophia nous remercie. Morgane est en train d'écrire, donc je vais juste prendre le temps de regarder si c'est pour nous remercier de ce webinaire ou si c'est une question. J'en profite pour glisser ton email aussi dans la conversation. Ok, donc voilà, vous avez à l'écran mon mail pour m'envoyer directement vos questions. Si vous voulez qu'on aille plus loin, bien évidemment, ce sera avec plaisir. Vous vous rendez bien compte que dans un webinaire, ça passe très vite. J'essaye de vous donner le maximum d'informations qui sont des informations très générales et qui peuvent être vraiment spécifiées, personnalisées par rapport à vos besoins. Donc une dernière question. Allez, une petite dernière question. Les dernières se feront par email. Morgane rebondit sur les tablettes. Elle nous demande, selon moi, le côté gadget ne vient pas nécessairement du device, mais plutôt du contenu qu'on y mettrait. Qu'en pensez-vous? Alors le contenu, en général, pour les tablettes, on va plutôt recommander de mettre, en tout cas c'est mon point de vue, et c'est aussi les expériences que j'ai pu vivre, un accès direct pour le client à des fiches produits par exemple. Voilà, ça c'est vachement intéressant les fiches produits sur la tablette, parce que si le vendeur n'est pas disponible au moment où le client arrive, eh bien le client en attendant son arrivée peut déjà commencer à se regarder sur sa petite tablette la fiche produit ou des informations un peu différentes de ce qu'il aura trouvé sur internet. Après, vous avez aussi la possibilité, il y a des enseignes qui font ça plutôt bien, et ce sera plutôt dans la restauration, de laisser des commentaires ou des avis sur des produits à améliorer ou à modifier. Ça aussi, j'ai envie de vous dire, si c'est pour faire une tablette et pour retrouver des informations que le client peut trouver sur son smartphone ou chez lui sur son ordinateur, ça va pas apporter de vraie plus-value. C'est une réflexion à avoir. Il y a des enseignes qui font des vidéos aussi d'utilisation de produits. Moi, je trouve ça super intéressant. Pourquoi pas? En tout cas, c'est à réfléchir et vous avez complètement raison. Il faut pas faire n'importe quoi parce que pareil pour la qualité des produits, le contenu, si ça va pas, si c'est pas assez professionnel, si c'est pas assez concret, si c'est trop compliqué pour le client à comprendre, il faut laisser tomber et il vaut mieux rien faire dans ce cas-là.
Merci en tout cas pour la question. On arrive à la fin de ce webinaire. Moi, je voulais vous remercier de votre participation, de vos questions. Il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver par la suite. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Je voulais vous parler de notre prochain webinaire parce que chez Chronos, on aime ça les webinaires, on aime bien être en contact avec vous comme ça en live, c'est notre façon de vous connaître, de nous faire connaître. Et le prochain webinaire, alors je suis un petit peu jalouse parce que c'est un super sujet aussi, eh bien c'est Laurent Juguet, un de mes collègues qui va vous présenter ça. Et alors Laurent, il va vous parler d'un sujet mais super intéressant, c'est comment faire pour faciliter les décisions collectives, et ça c'est à l'usage des managers. Il va vous parler de 6 trucs et astuces qui marchent à tous les coups. Donc rendez-vous le 4 octobre à 14h sur la plateforme Webikeo. Inscrivez-vous, allez lire ce qu'il aura écrit sur le sujet. Et puis vous avez aussi des dernières actualités chez Chronos. On est présent, vous l'avez vu sur la plateforme Webikeo. On est aussi présent sur YouTube avec des petites vidéos très courtes, très pointues, qui vont vous aider dans votre quotidien au travail. Merci à tous, un excellent week-end. On est vendredi, il est presque 11h15, donc je pense que c'est bon, on va pouvoir arriver à la fin de cette semaine. Encore merci beaucoup pour votre participation, votre patience, parce que moi c'était mon premier webinaire, donc j'étais un peu stressée. Et puis je vous dis à très bientôt, peut-être au téléphone ou par mail. Un bon week-end à tous, une bonne fin de journée. Au revoir.